7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Journalistes, juristes, politiques, influenceurs et autres anonymes sont aujourd'hui victimes de cyberharcèlement, de menaces, d'insultes régulières de la part de communautés facilement identifiables, mais face auxquelles les pouvoirs se font minuscules. Peut-on encore traiter certaines informations sensibles telles que l'islamisation de la France, la laïcité, l'immigration, sans être traité de facho ou d'islamophobe ? En tout cas, tout le monde ne se plie pas à ces fatwas numériques, certains s'indignent même, l'écrivent, le disent. Et nous avons justement le plaisir de recevoir ce matin une hussarde du journalisme. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Alors, pourquoi cette introduction ? Eh bien parce que vous avez réagi à plusieurs cas de menaces liées à ces sujets. Je cite l'une de vos dernières publications sur le réseau social X. Des menaces de mort et vidéos de décapitation envoyées aux professeurs, lycéens et parents d'élèves. Vidéos de décapitation à l'appui. Le message « Massacrer le plus de koufars possible ». Une preuve supplémentaire du dynamisme de la menace islamiste, de la faiblesse de la protection cybernétique des institutions et de la faiblesse de l'État. Derrière les rodomontades viriles, la réalité de la faiblesse des actes, et ce pouvoir veut faire la guerre à la Russie, alors que sur son sol, les commissariats sont attaqués et les écoles menacées. Si nous voulons être crédibles à l'extérieur, commençons par être efficaces à l'intérieur. Fin de citation. On vous a senti un petit peu en colère, Céline Pina. Oui, à juste titre, c'est-à-dire que je suis, par exemple, sur la question de réarmer la France et les pays européens en général. Je pense que c'est une nécessité. Je pense que quand on a un acteur aussi puissant et aussi dangereux que la Russie, on ne laisse pas les bras croisés, on ne laisse pas simplement les États-Unis assurer notre sécurité. Mais je ne vois pas comment on peut être crédible en la matière quand on n'est déjà pas capable de protéger ses propres policiers. Que ceux qui sont censés être la première ligne de l'État, en fait ceux qui sont censés assurer la sécurité de nous tous, soient attaqués, que cela soit régulier, que cela devienne une habitude et qu'on finisse par se réjouir que les commissariats finalement n'aient pas été pris et qu'il n'y ait pas eu de mort, ça me semble extrêmement inquiétant. Je ne vois pas comment une démocratie peut survivre si elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens et à la base la sécurité de ses forces de sécurité, justement. Alors, la dessinatrice de Charlie Hebdo, Coco, a reçu d'innombrables menaces de mort après avoir fait paraître un dessin dans Libération, un dessin portant sur Gaza. Les élus de la France Insoumise, Sophia Chikirou, Sarah Legrain et Carlos Martins Bilingo se sont joints à ce concert de critiques. Céline Pina, hier, les mêmes défilaient dans la rue en arborant des pancartes « Je suis Charlie » au nom de la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils alimentent ces menaces. Comment l'expliquez-vous ? Je l'explique tout simplement par le clientélisme, c'est-à-dire qu'ils ont choisi un camp. Et donc, ils servent le discours qui plaît à ce camp-là. Moi, j'ai été très choquée par la façon dont ces acteurs politiques ont relayé et ont contribué, en fait, à ce que la menace pesant sur la dessinatrice augmente. Et je pense que c'est un des soucis les plus importants que nous ayons. Autrement dit, que vous ayez des cinglés susceptibles de menacer de mort qui leur déplaît ou qui n'obéit pas à leur délire, ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. En règle générale, c'est une infime minorité. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui, eux, sont des représentants du peuple, qui sont des députés, qui sont des dirigeants de partis, qui valident et cautionnent toute cette violence, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la marginalité. La violence que vous représentez devient un courant politique accepté et acceptable et qui pèse dans le débat public. Or, c'est ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que finalement, les passages à l'acte se multiplient parce qu'ils ne sont pas, ils sont vus quelque part comme étant acceptables par une certaine frange, pas seulement de la population, mais j'allais dire des élites et du monde politique. Ensuite, pourquoi est-ce que l'extrême gauche, c'est très intéressant quand même ce basculement, non pas qu'il n'y ait pas un antisémitisme profond à l'extrême gauche, mais malgré tout, traditionnellement, qui était chargé du péché d'antisémitisme, c'était l'extrême droite. Oui. C'était l'extrême droite qui était vue comme, j'allais dire, l'héritière des collaborateurs. Or, qui aujourd'hui, en fait, met en danger non seulement le peuple juif, mais tous ceux qui veulent défendre un idéal humaniste, j'allais dire,
Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche, elle le fait de manière décomplexée et elle le fait pourquoi? Par pur intérêt capitalistique électoral, si je puis dire. Autrement dit, sa cible, là où elle fait les meilleurs scores, c'est dans les banlieues. Là où elle a le plus de relais, ce sont dans les quartiers. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin de cette clientèle particulière? Parce que dans l'idée de l'extrême gauche, le pouvoir peut se prendre par les urnes, mais il peut se prendre par la rue. La violence n'est absolument pas une limite ni une borne. La violence peut tout à fait être utilisée. La guerre civile peut servir les intérêts de la révolution. Mm. Donc le but du jeu, c'est d'avoir, j'allais dire, sous sa coupe ou de passer alliance avec les personnes les plus susceptibles de passer à l'acte. Or, les islamistes, et notamment l'islam politique, a une pratique de la conquête du pouvoir, y compris de la conquête violente du pouvoir, n'est pas arrêtée par grand-chose et pour le coup dispose d'un certain nombre de troupes radicalisées et j'allais dire suffisamment incultes et non éduquées pour passer à l'acte et même pour aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire jusqu'au suicide. Et ça, vous n'avez pas beaucoup d'organisations ou d'idéologies qui vous mettent à disposition des gens susceptibles d'aller aussi loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas responsabiliser un petit peu ces politiciens qui prennent ce genre de position, qui s'en prennent à une dessinatrice comme Coco, enfin, qui font le jeu, entre guillemets, des islamistes, au fond? Oui, il le faudrait. Mais pour ça, il faudrait que nous ayons une doctrine et il faudrait quelque part que nous ayons pris conscience de ce que nous affrontons. Mm. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez un auteur qui a écrit un livre qui était très célèbre et qui s'appelait La trahison des clercs. Donc cet auteur, Julien Banda, a aussi écrit un autre livre qui est moins connu et qui s'appelle La grande épreuve des démocraties. Et qu'est-ce que raconte Julien Banda? On est en 42 et il dit finalement, les démocraties sont les moins bien armées pour se battre contre le totalitarisme et la violence totalitaire. Et qu'est-ce qu'elles font en cas de guerre? Elles sont obligées de suspendre un certain nombre de libertés ou de droits, en tout cas de les aménager temporairement, le temps de faire la guerre, sinon elles se font balayer. Mm. De la même manière, lorsque vous identifiez une menace, que cette menace s'étend, que cette menace est de moins en moins marginale, qu'elle tue sur votre sol et ailleurs d'ailleurs, à ce moment-là, normalement, vous créez une doctrine qui explique que dans ce type de cas, il va falloir sévir et sévir fort parce que derrière, vous avez toute une organisation et toute une volonté de déstabilisation de l'État. On ne passe pas là-dessus, ce qui fait que les jugements sont assez hiératiques, les peines ne sont pas à la hauteur, on n'est pas assez rigoureux dans les expulsions. Bref, on ne se donne pas les moyens de lutter contre cette menace alors qu'elle est parfaitement claire, parfaitement explicite et qu'elle nous cible, c'est-à-dire elle cible l'Occident pour son mode de fonctionnement, elle déteste la démocratie, elle est profondément raciste, c'est autour de la haine du blanc. Mais si vous êtes, par exemple, dans les pays arabes, la haine des Noirs est quelque chose d'absolument délirant. Voilà à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui ressemblent profondément aux nazis, qui sont pour nous le repoussoir absolu. Et on est incapable de dire qui ils sont, de se défendre, de se donner les outils, qu'ils soient politiques comme juridiques. Et ça, franchement, c'est de j'allais dire, c'est de notre responsabilité. Alors, Céline Pina, vous parliez de ces commissariats attaqués, de ces policiers suivis, ciblés, agressés, de ces émeutes qui semblent à chaque fois inarrêtables. Dans un article de Causeur, vous dites même que ces attaques sont des signes de sécession et de pré-guerre civile. Vous pensez qu'on est à la veille d'une guerre civile ? Dire que ce sont des signes de pré-guerre civile ne signifie pas forcément que la guerre civile aura lieu, ni qu'elle est pour demain. Ça signifie simplement que vous avez des actes qui montrent une rupture forte avec le contrat social. Pourquoi? Parce que la police, c'est le monopole de la violence légitime. Autrement dit, c'est la seule qui ait le droit d'exercer la violence. Pourquoi? Parce qu'elle le fait au nom des valeurs, des principes et des idéaux qui ont construit la République. Elle n'exerce donc la violence que dans un but d'ordre public et pour rappeler la loi et pour rappeler que nul n'a le droit, au nom de ses particularismes, de s'extraire de ses obligations. À partir du moment où vous attaquez la force qui est censée être celle qui fait respecter l'ordre public et qui fait respecter la loi,
Ça veut dire que vous n'accordez pas de crédit ou pas de valeur à la loi, que donc pour vous, cette police n'est qu'une milice au service d'un pouvoir illégitime, ce qui vous donne toute légitimité à passer à l'acte, à l'attaquer, parce que finalement, ce n'est qu'une bande rivale qui n'a pas de légitimité supérieure à vous. Et donc la question est une pure question de rapport de force. Quand vous êtes dans un monde dans lequel le rapport de force structure le rapport institutionnel ou le rapport entre les institutions et la population, à ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment en démocratie. Ouais. En 2016, Céline Pina, vous avez publié un livre intitulé « Silence coupable » et sous-titré « Islamistes, ils ne sont grands que parce que nos élites sont à genoux ». Vous évoquez ces musulmans abandonnés à l'obscurantisme islamique. Ça veut dire que l'État ne protège pas assez les musulmans de France ? L'État a un devoir, j'allais dire, par exemple, quand on parle de laïcité, on a tendance à l'envisager uniquement d'un point de vue juridique. Or, la laïcité, elle est avant tout politique et j'allais dire, elle est liée à l'émancipation. Et l'offre que nous sommes censés faire en France, en Europe, est une offre d'émancipation. Je m'explique. On n'est pas censé, par exemple, tous les États ont une problématique qui est celle de justifier le pouvoir. Pourquoi un l'exerce-t-il sur plusieurs? Vous avez divers types de justification. La plus connue, c'est celle par la référence à la religion, à Dieu. Vous exercez le pouvoir parce que vous êtes le représentant de Dieu sur terre. Et la rupture laïque, elle dit, mais vous n'avez besoin de personne pour valider les organisations qui vont vous lier entre vous et qui vont faire de vous une nation. Votre propre capacité de création, car l'homme a une capacité de création, peut vous amener à cela. Je m'explique, c'est-à-dire que par l'usage de la raison et du débat, l'homme crée des lois. Une fois que ces lois sont créées, elles le dépassent, elles deviennent plus grandes que lui, il s'y soumet. Même si vous êtes celui qui avait voté la loi, elle vous échappe et vous y êtes soumis. Le pouvoir, ce n'est pas d'être au-delà de la loi, c'est au contraire de la créer et d'accepter de s'y soumettre. Dans cette démarche-là, il y a une vraie reconnaissance de la créativité de l'homme, de sa raison, de sa capacité à penser, donc à débattre. Et c'est ça le cœur de la démocratie. Et quand vous laissez toute une population sous le joug d'une interprétation de la religion qui est une pure orthopraxie, autrement dit, soumets-toi, fais ce que Dieu est censé demander et tu seras sauvé. Et si tu ne le fais pas, tu mérites la mort parce que tu mets quelque part collectivement tout le monde en danger, parce que tu te rebelles. Il est évident qu'on n'est pas du tout dans une démarche qui permet de créer des citoyens aptes à participer à la vie politique, que par ailleurs, dans son sein privé, parce qu'une des ressources de la démocratie, c'est de séparer le public et le privé. Dans le public, on est soumis à la loi et on a une part, j'allais dire, de souveraineté que l'on abandonne à nos représentants. En revanche, et là, on n'a pas le droit de mettre en avant nos particularismes pour échapper à nos obligations. En revanche, dans le privé, là, on a tout à fait le droit d'aller vers ce qui nous nourrit et ce qui nous construit. Et on peut tout à fait être extrêmement croyant, au contraire être un militant athée, être un fou, je ne sais pas, de yoga, n'aimer que les promenades dans la nature, peu importe. Là, vous exprimez, j'allais dire, ce que vous avez en particulier et ce que vous estimez ne pas devoir forcément montrer ou assumer publiquement. Voilà, c'est une zone qui est pas seulement votre jardin secret, mais l'endroit où vous exprimez vos particularismes, là où le public est l'endroit où vous en rabattez sur vous-même pour aller vers les autres et créer un monde commun. C'est finalement pas si compliqué, mais c'est ça la laïcité, c'est cette capacité à naviguer entre deux mondes et à être à la fois indépendant mentalement et à accepter finalement quand vous vous soumettez à la loi, c'est une acceptation. C'est pas quelque chose, c'est pas un surplomb. Au-delà des lois, Céline Pina, que faudrait-il faire pour permettre aux musulmans de se sentir d'abord français ? Ça passe par quoi concrètement ? Eh bien, j'allais dire, est-ce qu'on s'est demandé ce qu'il fallait faire pour que les Juifs se sentent parfaitement français? Est-ce qu'on s'est demandé ce qu'il fallait faire pour que des gens très croyants, les catholiques par exemple, puissent se sentir français? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait se poser la question dans le cas des musulmans?
En quoi est-ce que les obligations de la démocratie sont une violence faite aux musulmans en particulier? Pourquoi devrait-on adapter la loi commune, celle que nous acceptons tous? Au nom de quoi devrait-on faire quelque chose de particulier pour les musulmans? À part les islamistes, est-ce que les musulmans le demandent? Mm. Parce que moi, je veux bien qu'on adapte, enfin non, en fait, vous avez bien compris, je ne le veux pas Oui. du tout, mais dans l'absolu. Imaginons que, par exemple, on puisse me dire, eh bien, pour les musulmans, le voile est extrêmement important. D'abord, je dirais, il n'est pas important pour les musulmans, il est important pour les islamistes. Mais pourquoi est-ce que le voile est inacceptable dans notre société? Tout simplement parce que c'est un signe et que, comme tout signe, il a une signification. Le voile n'est pas un vêtement. Vous n'avez pas des filles qui portent le voile un jour, le lendemain ont les cheveux nus, pour 3 jours après reporter le voile. Non, on voit bien que c'est pas un vêtement, c'est un signe. Et ce signe, il a un message. Le message du voile, c'est de dire la femme est impure, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc ce signe est parfaitement inapproprié dans une démocratie dont la base est l'égalité en droit entre les hommes et dont une des bases est de dire vous avez les mêmes droits, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre appartenance religieuse, philosophique, quel que soit votre niveau social. À partir du moment... Donc il faudrait faire quoi? Euh, Pourquoi est-ce qu'on est une nation? Pourquoi est-ce que, par exemple, on a une sécurité sociale qui fait que moi, vous, nous payons les uns pour les autres, nous payons pour les frais de santé les uns pour les autres? Parce que nous avons un monde en commun, en partage, parce que nous avons un certain nombre de principes et d'idéaux qui fondent la nation et que nous avons accepté qu'il y ait une base commune. Sans cela, pourquoi payer pour l'autre? Donc, à partir du moment où vous voulez casser ce réseau de solidarité, pour faire passer les différences avant le commun, à ce moment-là, vous cassez aussi les liens qu'il y a entre les hommes. Euh, à l'époque du Moyen Âge, quand quelqu'un commettait un acte qui n'était pas acceptable, la première question qu'on lui posait, c'était souvent sous quelle loi vis-tu? Parce que finalement, la nation n'existait pas, il n'y avait pas de nation, il n'y avait qu'un pays, un territoire dans lequel étaient juxtaposés un certain nombre de manières d'être, de manières de vivre et de lois. Il est très clair que nous avons choisi autre chose. Nous avons choisi de nous unir dans un monde commun et les lois que nous appliquons nous concernent tous. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire cas à part pour les musulmans, d'autant que ceux qui sont laïcs, ceux qui sont, et laïcs ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants, hein, laïcs dans le sens, dans la sphère publique, ils obéissent aux règles, aussi simple que ça. Donc, j'allais dire, dans la mesure où, à part les islamistes, donc ceux qui nous haïssent, ceux qui ont été très souvent les alliés de Hitler, ceux qui ont une vision de la religion extrêmement coercitive et une vision de leur rapport à ceux qui n'ont pas les mêmes croyances extrêmement violentes, au nom de quoi devrions-nous faire crédit à leurs demandes? On ne fait pas crédit aux demandes des néo-nazis, à ce que je sache. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans le cas de la religion catholique et dans la religion juive, on leur a dit, voilà quelles sont les règles, vous vous y soumettez, sinon vous allez être sanctionné. Et on a vu au moment de la séparation entre l'Église et l'État, les choses ont été extrêmement tendues avec les catholiques et le rapport de force a été assumé par l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi il en serait différent avec les musulmans, d'autant qu'un certain nombre de musulmans, ceux qui sont intégrés, ceux qui aspirent à la démocratie, acceptent parfaitement cette logique-là. Alors, il nous reste 2 petites minutes avant le bulletin d'actualité, Céline Pina, mais avant ça, vous avez soulevé en quelque sorte la nuance entre le culturel et le religieux dans le cas particulier du voile, par exemple. C'est-à-dire que la grande défense, c'était oui, mais c'est un habit, vous ne pouvez pas me l'interdire. La loi laïcité, qui date, alors j'ai plus la date en tête, mais était censée justement légiférer là-dessus et empêcher le port de signes ostentatoires, etc. C'est une loi pour rien, la loi laïcité? Alors en Non, particulier à l'école. non, à l'école, elle a fonctionné. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant. C'est un sociologue qui s'appelle Éric Morin qui a mené une étude pour voir ce qui s'était passé pour les jeunes filles musulmanes à partir de la promulgation de la loi.
Et en fait, on leur a ôté, j'allais dire, un conflit de loyauté extrêmement important parce qu'elles n'avaient pas à défendre le fait d'enlever leur voile puisque c'était obligatoire. Eh bien, ça s'est traduit par une augmentation du résultat scolaire des jeunes filles musulmanes. Et la comparaison a été faite avec les jeunes hommes musulmans. Et là, on n'a pas du tout vu cette augmentation de résultats. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que libérer les gens d'un conflit de loyauté et les mettre dans une situation où l'école est préservée, est un sanctuaire, ça fonctionne, ça permet de faire progresser les gens. Donc non, la loi a été extrêmement utile. D'ailleurs, la preuve, à la base de toutes les associations musulmanes qui sont en fait islamistes, mais qui sont passées pour musulmanes, comme les unions musulmanes du 93, etc., vous avez toujours en première intention l'abolition de la loi de 2004, ce qui prouve bien qu'elle est efficace. Est-ce qu'il faudrait la faire évoluer malgré tout, cette loi ? J'allais dire, dans quel sens? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de toucher à la loi. Il faudrait peut-être la faire évoluer, mais avec un pouvoir dont on ne sait pas exactement ce qu'il pense, qui est dans le en même temps en permanence, et puis qui, de toute façon, n'a pas de majorité. Je crois que mettre le doigt dans ces questions-là est extrêmement difficile. D'ailleurs, par exemple, des personnes comme moi voudraient bien qu'elles évoluent et qu'elles évoluent avec l'interdiction du voile, y compris à l'université, tout simplement parce que pour moi, c'est un geste qui refuse l'égalité aux femmes et on n'accepterait pas le port d'un insigne raciste qui refuserait l'égalité en fonction de la couleur de peau. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter un signe sexiste qui refuse l'égalité en fonction du sexe. La seule chose que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un pouvoir assez clair sur ces questions-là pour que s'il décidait de toucher à la loi, ce ne soit pas effrayant. Ouais, Céline Pina, on se retrouve dans 1 minute, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité. Céline Pina, on parlait de laïcité, d'islamisation. Le conflit israélo-palestinien n'a rien arrangé, il s'est même importé en France, on l'a vu à de multiples reprises, on le voit déjà dans la vie politique française, mais aussi dans la rue avec l'agression de cet homme âgé à la sortie d'une synagogue au nom de ce conflit. Et pendant ce temps, le président de la République fait la guerre à la Russie. Alors vous comprenez, je vous pose la question, vous comprenez cette espèce de deux poids, deux mesures dans le traitement des conflits internationaux et des impacts qu'ils peuvent avoir sur notre territoire ? Avouons qu'on est quand même aujourd'hui énormément dans le discours, peut-être que plus que dans les actes, parce que personne n'imagine un seul instant que la France, dans l'état dans lequel elle est, puisse assumer un conflit avec la Russie. Je sais qu'on met beaucoup en avant la question budgétaire en disant, vous savez, si on additionne tous les budgets des pays européens, c'est supérieur à la Russie. Le seul problème, en fait, c'est que les guerres se gagnent par la capacité industrielle et la capacité à mettre des hommes sur le terrain. Et là, pour le coup, nous n'avons pas envie de faire tuer nos hommes. Pour quelqu'un comme Poutine, ça n'a absolument aucune importance, ça n'entre même pas en ligne de compte. Et nous avons un armement qui est vieux, des capacités industrielles qui sont réduites. Nous ne sommes absolument pas en économie de guerre, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Et à ce titre-là, j'allais dire, nous tapons sur le torse. C'est un petit peu comme le coq dont on dit le coq aime bien chanter quand il a les pieds dans le fumier. Nous, c'est un petit peu le cas. Aujourd'hui, on chante très fort, mais en fait, on n'a pas du tout ni les munitions, ni les capacités, et on serait intelligent d'essayer de s'en doter le plus vite possible. Mais pour aller sur le conflit israélo-palestinien, là, on voit vraiment à quel point nous sommes en situation de pré-guerre civile. Autrement dit, il y a un conflit qui a été importé sur notre sol. Pourquoi ? Parce que la haine antisémite est complètement irrationnelle, qu'elle est autant culturelle aujourd'hui que politique. Autrement dit, elle est utilisée, elle est au cœur du positionnement des frères musulmans. Or, l'islam politique est aujourd'hui, j'allais dire, dans les pays européens, portés essentiellement par l'idéologie des frères musulmans. Le Hamas est une des branches des frères musulmans. Ces gens-là ont été explicitement les alliés d'Hitler. Et pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient que la politique d'Hitler envers les Juifs et la Shoah, c'était vraiment excellent. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait le 7 octobre, ça s'appelle un pogrom. Et cela nous concerne tous. Non seulement parce que je rappelle que la Shoah a été un crime contre l'humanité, on n'a pas qualifié ça de crime contre une religion en particulier. On a estimé qu'en détruisant des gens à cause de ce qu'ils étaient, on commettait quelque chose qui était indépassable et monstrueux, et qu'aujourd'hui, on a à peu près les mêmes logiques qui reviennent.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être indifférent, nous non plus, à Mm. ce qui se passe là-bas, même si on ne doit pas l'importer sur notre sol, tout simplement parce que vous avez une phrase qui dit « Après le samedi vient le dimanche ». Or, l'idéologie des frères musulmans estime que si vous n'êtes pas un musulman, et même pas un musulman, si vous n'êtes pas un islamiste, parce que Oui. les musulmans qu'on juge être de mauvais musulmans, il faut les tuer également. Tout ce qui n'est pas islamiste est classé dans le registre du koufar. Le koufar, c'est le mécréant. Et ne croyez pas, parce que vous êtes croyant, membre de la religion du livre, que vous allez être épargné. Non, ça vous autorise à vivre en situation de soumission, autrement dit à payer une taxe pour exister, c'est ce qu'on appelle la dhimitude. Mais le vrai islamiste estime que le chrétien ou le juif sont des gens qui en fait ont refusé la révélation dernière. Pour eux, finalement, pour ces islamistes, la meilleure religion, c'est l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la dernière arrivée. On va dire, c'est le moment où Dieu a mis au point exactement ce qu'il voulait demander aux hommes. Donc tous ceux qui en restent, je vais dire, sur les versions non actualisées, sont des gens qui, dans le fond, refusent la vérité et sont donc en situation de mécréance. Donc Mm. la foi ne sauvera personne si vous n'êtes pas un islamiste. Au mieux, si vous êtes considéré comme un inférieur, vous serez esclavagisé ou réduit en situation de soumission ou en dhimitude. Et si on estime que vous êtes quelqu'un qui est porteur d'une puissance, on va vous massacrer. Pourquoi est-ce qu'on massacre les juifs et on met très plus souvent dans ces régions-là les chrétiens sous dhimitude? C'est parce qu'on explique que les juifs seraient d'une essence supérieure et donc on ne peut pas les soumettre, il vaut mieux les éliminer, d'où Mm. l'extrême violence qui est mise en œuvre à l'égard des juifs. Mais en revanche, le mépris et la déshumanisation chez les islamistes, elles concernent tous ceux qui ne sont pas eux, y compris les musulmans. Ouais. Alors dans quelques semaines, Céline Pina, ont lieu les Jeux Olympiques à Paris. Officiellement, tout va bien. Officieusement, il est flagrant que presque tout va mal. Et cette année, les Jeux Olympiques auront une dimension éminemment politique, encore plus que d'habitude sans doute. Comment les appréhendez-vous, les Jeux, Céline Pina? Avec pas mal d'inquiétudes en termes de sécurité. Alors j'ai le sentiment que justement pour éviter un drame, la ville sera bouclée et que finalement ces Jeux ne seront pas une fête populaire, mais on a le sentiment que malgré le bouclage, les trous dans la raquette sont extrêmement importants. Et finalement, la question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est est-ce que le gouvernement est encore capable d'assurer la sécurité de ce territoire, y compris dans un moment où l'image de la France plus particulièrement est en cause. Et je crois qu'aujourd'hui, hélas, personne ne mettrait sa tête sur le billot en disant je suis sûr que ça va bien se passer. Et Mm. moi, pas plus que les autres. Oui. Voilà, néanmoins, je peux l'espérer. J'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de sonnettes d'alarme qui ont été tirées et qui n'ont pas été entendues. Et ça, c'est quelque chose qui devient récurrent. On a l'impression que plus ça va, plus le pouvoir dans le sens large, pas simplement le gouvernement, mais les représentants du peuple, les élites en général, vivent de plus en plus dans un monde de désir et de représentation, ne regardent pas en face la réalité et n'écoutent plus les gens qui essaient de se faire ces passeurs de réalité Mm. et qui ne sont pas forcément des gens qui sont dans l'agressivité ou qui veulent détruire ceux qui ont le pouvoir. Ils essaient juste d'alerter parce qu'ils aiment leur pays. Et voilà, et j'ai le sentiment que bien peu sont écoutés, y compris quand ils appartiennent aux hautes sphères de l'État, y compris quand c'est la préfecture Mm. de police, par exemple. Céline Pina, quel devrait être le rôle de la France lors de ces Jeux Olympiques? On risque d'assister à une cérémonie d'ouverture un peu multicolore, woke à souhait, ça c'est certain, complètement hors sol. Vous, quelle dimension espéreriez-vous voir? Quel message, quelle stature devrait avoir le pays qui accueille le monde entier durant ces 3 mois? Dans un contexte très particulier, encore une fois. Alors, je vais être tout à fait honnête, les Jeux Olympiques me laissent d'une indifférence à peu près totale. Je pense qu'aujourd'hui, nous affrontons des difficultés qui, elles, sont réelles. Il y a la guerre sur le sol européen. On a un vrai problème de contrôle de nos frontières. On est attaqué à l'intérieur par des idéologies qui sont profondément antidémocratiques. On a une crise de l'énergie qui se profile, on a peut-être des crises alimentaires qui arrivent. Dans tout cela, l'image de la France par rapport aux Jeux Olympiques, j'en ai un peu rien à faire, pour être Mm. tout à fait honnête. En revanche, je préférerais avoir une France qui regarde en face le réel,
qui se donne les moyens d'y répondre, qui assume le fait qu'elle n'y répondra pas à court terme, qu'il va falloir investir le moyen et le long terme. Ça, franchement, ça m'intéresse. Ouais. Pour le reste, je souhaite pour notre pays que les choses se passent bien. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas envie non plus d'une humiliation publique, mais même si elle devait avoir lieu, la vérité, c'est que si jamais on est attaqué sur notre sol, parce que c'est ça dont tout le monde Oui. a peur, la vérité, quelle sera notre capacité de nous reconstruire? Est-ce que cela va défaire encore plus notre société ou créer un sursaut salvateur? Là sont les questions Mm. importantes. Céline Pina, on change de sujet. En 2021, vous avez publié un second livre, C'est biens essentiels. C'est une réflexion sur ce que sont véritablement ces biens essentiels décrétés par le gouvernement lors de la crise sanitaire au détriment d'un bien vital, la culture. Au-delà de cette période particulière, avez-vous le sentiment qu'en France, la culture est un peu délaissée par les pouvoirs publics et que finalement les seuls moments où on en parle, c'est pour polémiquer? C'est compliqué parce que c'est à la fois un secteur qui vit aussi beaucoup sous perfusion publique, donc qui n'a jamais été totalement abandonné. La question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est que normalement la culture est quelque chose qui devrait tous nous unifier finalement. C'est notre fond d'écran commun, notre bain commun. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'une partie de la culture subventionnée est une culture qui est extrêmement agressive. Autrement dit, le problème du wokisme, c'est sa haine de l'autre. C'est amusant qu'un mouvement qui est censé lutter contre les discriminations passe autant de temps à déshumaniser ceux qui n'est pas comme lui, à jeter l'opprobre sur un certain nombre de pratiques culturelles. Voilà, ce qui me rend extrêmement triste aujourd'hui, c'est, vous savez, moi j'ai grandi dans un monde où quand on se retrouvait, on avait un certain nombre de références communes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les écrans de plus en plus personnalisés, Mm. eh bien finalement, les gens partagent de moins en moins une forme de culture commune. La culture, ça devient parfois ce qui vous permet de jeter aux autres votre différence ou de rejeter l'autre. Et je trouve ça, à ce titre, assez triste. Et ce qui me désespère vraiment, c'est le renoncement de l'école à transmettre une culture classique, une culture exigeante, alors que les enfants, pour aller écouter du Joule, ils n'ont absolument pas besoin d'un instituteur, ils le font très bien tout seuls. En revanche, peut-être pour accéder à Baudelaire, il va falloir les aider un petit peu. Et je suis extrêmement triste de voir aujourd'hui à quel point notre jeunesse, à force de manque d'exigence, finit par avoir un vocabulaire extrêmement indigent, pauvre, et qui ne lui permet pas en fait de se rendre compte de toute la richesse qu'elle a en elle. Mm. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la pauvreté de langage, le manque d'exigence et le manque de culture, eh ben, ça vous laisse apporter uniquement de la jouissance. La jouissance ne construit rien. Elle ne vous aidera pas à affronter les difficultés de la vie. Elle ne vous aidera pas à vous dépasser. Et alors que la culture, l'exigence envers vous-même, la curiosité, ça peut vraiment vous aider dans un chemin de vie. Vous en faites l'un de vos grands combats, la culture? C'est Oui, quelque chose parce qui vous que motive, qui vous... Oui. moi, ça m'a sauvée. J'ai été une enfant harcelée. J'aurais pas eu les livres, j'aurais pas eu la possibilité de m'évader dans d'autres mondes. J'aurais pas eu la possibilité de comprendre que ceux que je vivais étaient dans le fond, je ne dirais pas communs, mais pouvaient arriver à énormément de personnes. Je n'aurais pas vu comment dépasser parfois mes limites, mes aigreurs, ma colère. Peut-être que je me serais autodétruite sur place. Donc non, la culture, ça aide à respirer, ça aide à se construire, ça aide à grandir, ça aide à se confronter à plus grand que soi. Et à la fin, ça aide à s'aimer et à aimer les autres. Donc pour moi, c'est indispensable. Merci beaucoup Céline Pina de nous avoir accordé cet entretien sans langue de bois et d'une certaine profondeur à certains moments. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur, essayiste, que vous êtes auteur de Silence coupable paru en 2016 aux éditions Kéro et de Ces biens essentiels paru en 2021. Et à très bientôt, j'espère, sur notre antenne. Merci.